Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Politique et Économie. Mon invité aujourd'hui s'appelle Daniel Dory. Bonjour monsieur. Bonjour. Daniel Dory est docteur en géographie avec une formation en philosophie, criminologie, sociologie et histoire. Rien que ça. Vous êtes aussi Daniel Dory, ancien maître de conférence à l'Université de La Rochelle, spécialisé en analyse géopolitique du terrorisme. Vous publiez d'ailleurs à cet égard cette brochure que voici. Écoterrorisme, comprendre et évaluer la menace, livre est publié par mon collègue Olivier Frère-Jacques qui anime le JT entre autres en lien avec l'association de François Biot de Lochner, bien connu des téléspectateurs de TV Liberté qui anime, excusez-moi, la chronique Mes libertés politiques. En fin de chacun de nos JT, je précise que ce livret a été envoyé à chacun des parlementaires français ainsi qu'à chacun des eurodéputés du Parlement européen. Cela va de soi. Avant de commencer cet entretien, merci de nous laisser un pouce en l'air, de nous laisser vos commentaires, de partager cette émission si elle vous plaît, si Politique Éco est une émission qui vous plaît. Daniel Dory, vous êtes avec nous pour cet entretien qui va être passionnant. On commence tout de suite avec cette question. Alors vous expliquez que la problématique environnementale est d'abord apparue chez nos amis allemands et dans les pays anglo-saxons. Alors pourquoi chez eux ? Alors, c'est assez difficile à expliquer en fait pourquoi dans l'ère plutôt méditerranéenne la préoccupation environnementale n'a pas surgi. Est-ce que c'est lié à la révolution industrielle qui a lieu en Angleterre d'abord et puis se répand à partir de là? Alors, ce qui a marqué la naissance de cette préoccupation, c'est aux États-Unis très clairement la protection de quelque chose qui a une très forte valeur culturelle aux États-Unis, qui est le wilderness, c'est-à-dire l'air sauvage qu'il faut protéger et qui a des valeurs propres. En Angleterre, la conservation de l'environnement et du littoral en particulier va avoir ses adeptes très très vite. En Allemagne, il y aura dans les années 20-30 des lois tout à fait remarquables sur la protection des animaux, du milieu sauvage. Et ce n'est que plus tard que ceci va être généralisé. Les grands théoriciens de l'époque, Thoreau, etc., sont des Nord-Américains. Ouais. Alors, le mouvement environnementaliste s'inspire de différentes orientations philosophiques. Quelles sont-elles ? Alors, il y a fondamentalement l'antimodernisme qui est lié à l'anti-industrialisme, parce que l'anti-industrialisme, d'une part, a des effets sociaux assez épouvantables, surtout au XIXe siècle, mais aussi la pollution qui commence à être vue comme un problème. Il faut savoir que pendant très longtemps, la pollution n'était pas vue comme un problème. À titre d'exemple, en 1945-1946, lorsque la Pologne passe à être sous domination soviétique, elle a un plan d'industrialisation, comme tous les pays communistes, et les timbres-postes de la Pologne sont des usines avec des grands panaches de fumée complètement crades qui montrent le progrès de... voilà. C'est un petit peu la vision de l'avenir. Si Paris devenait une république autonome, je pense que les timbres-postes que Madame Hidalgo ferait imprimer, ce serait Paris avec des poubelles et des rats. Donc chaque période a son... Et maintenant, on n'aurait plus l'idée d'avoir des cheminées fumantes, enfin bon. Donc, à un certain moment va venir l'idée que l'industrialisation et donc cette forme-là de modernité peut avoir des problèmes. Ça, c'est un premier courant. Il y a d'autres courants qui sont des courants philosophiques liés à l'éthique du vivant.
il y a une théologie qui va se développer de gestion de la terre. Il y a des chercheurs qui vont, notamment dans les années 60 et 70, notamment des historiens américains, White, qui vont attribuer la crise écologique dans les années 70 que l'on sent venir, vont l'attribuer à l'impact du judéo-christianisme, lorsque dans la version officielle biblique, Dieu dit « croissez et multipliez-vous et la terre vous appartient, vous dominerez les animaux », ça va donner lieu à une mise en cause de la civilisation judéo-chrétienne, et dans ce cas-ci principalement sa racine judéo, puisque c'est les textes bibliques qui sont de l'Ancien Testament qui sont impliqués directement. Et donc il y a toute une convergence de réflexions disjointes à l'origine qui vont converger les uns vers l'antispécisme, les autres vers la critique de l'industrialisation, les autres de la croissance démographique qui est effectivement effrénée et qui est une des grandes sources du problème. Mais l'ONU va refuser pendant très longtemps de prendre ça en compte parce que la croissance démographique est un sujet qui fâche. Donc on fait comme s'il n'existait pas. Alors justement, l'ONU, à partir des années 70, va ériger la question environnementale en problème global. C'est quoi le but de cette approche ? Le but de l'ONU a toujours été de promouvoir une gouvernance globale, bien entendu sous contrôle américain. L'ONU a été créée pas par le Mali et le Guatemala, ça a été créé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour promouvoir les valeurs forcément universelles, puisque ce sont les nôtres, de démocratie, de droits de l'homme, enfin toutes les choses que nous connaissons. Et donc, ça suppose de gérer les phénomènes aussi loin que possible des populations, c'est-à-dire à l'échelle globale, parce que, et ça c'est vrai, un certain nombre de problèmes sont des problèmes globaux. Mais il faut encore trouver des problèmes globaux qui concernent vraiment tout le monde. Alors, on a eu le terrorisme, par exemple, pendant les années 70, etc., alors que le terrorisme a toujours été très localisé. Mais à la fin de la guerre froide, on a vraiment à repenser l'ordre du monde. Les États-Unis hégémoniques et un monde qui n'est pas du tout multipolaire à l'époque, hein. Et donc il faut concevoir des problèmes qui affectent tout le monde et qui manifestement sont des problèmes mondiaux. Alors on avait la déforestation, mais la déforestation ne concerne pas tout le monde. Hein. L'Arabie Saoudite, par exemple, n'est pas concernée par la déforestation. Les sécheresses, oui, mais enfin le Gabon n'est pas concerné spécialement par les sécheresses. Il y a l'érosion de la biodiversité, mais ça ne concerne pas la Hollande directement. Par contre, le thème climatique est parfait, puisque c'est en même temps où on commence à développer des ordinateurs suffisamment puissants pour commencer à modeler le système environnement terrestre, basse atmosphère, et le contact qui va être le plus difficile, le contact entre l'océan et l'atmosphère. Ça va mettre beaucoup de temps, et en même temps, les météorologues ont les instruments, c'est-à-dire des ordinateurs qui fonctionnent bien et vite, et en même temps, l'ONU qui a besoin de problèmes globaux. Donc ils se sont dit, faisons affaire, et c'est le moment où l'on commence à lancer la thématique climatique. Alors justement, cette thématique climatique, elle est lancée, vous le citez dans votre brochure, Daniel Doris, c'est en 87 avec cette social-démocrate norvégienne, Gro Harlem Brundtland, qui publie cet ouvrage, Notre avenir à tous, et vous dites que ce rapport est un levier pour la promotion de la gouvernance mondiale. Alors voilà. C'est quoi le rapport ? Le rapport est immédiat parce que on sent dans l'année 87, on est vers la fin de
des régimes socialistes réels. Progressivement, les systèmes s'effondrent, sauf en Corée du Nord, à Cuba, il y a l'éducation nationale en France, mais tout le reste, ça s'effondre. Donc, on s'aperçoit qu'il est nécessaire de trouver des leviers intellectuels pour penser l'avenir immédiat, avec une vraie crise que l'on perçoit, par exemple, un des thèmes sur lesquels on peut revenir, la pollution, l'acidification des océans. Ce sont des vrais thèmes. La disparition d'espèces, c'est un vrai thème. Ils n'inventent rien. Ce qu'ils font, c'est mettre en musique, social-démocrate, le rapport entre le développement social, le développement économique et la préservation écologique. C'est les 3 points du développement global. Ça, c'est la base théorique. Et sur cette base théorique, il fallait en trouver quelque chose qui permette d'accrocher cette théorie à la vie concrète des gens. Et l'accrochage va être l'accrochage climatique qui va progressivement être transformé en une conception de la crise écologique. Dans la brochure, j'ai un dessin des entonnoirs. On va transformer progressivement la relation entre les sociétés et la nature en un problème lié au développement durable. Et le développement durable va être transféré dans l'entonnoir suivant, c'est-à-dire la crise climatique. Et la crise climatique va être réduite aux gaz à effet de serre. C'est-à-dire que progressivement, on a des entonnoirs, mais ce processus de fonctionnement par entonnoir que l'ONU maîtrise parfaitement va produire ce que nous avons maintenant, c'est-à-dire les revendications sur l'urgence climatique, toujours par les... Alors, tout cela va être mis en musique, comme vous dites, avec la conférence de l'ONU à Rio en 1992. Elle est d'une importance primordiale, dites-vous, dans votre brochure, dans l'élaboration de la question environnementale. Voilà. C'est là où on signe, on élabore, après elle va être ratifiée, la convention cadre sur le changement climatique. Remarquons, on ne parle pas du réchauffement, puisque... On parle de développement durable. On parle de développement durable est l'objectif, et le changement climatique est le problème qu'il faut résoudre en priorité. Et donc, mais on ne parle pas du réchauffement. Pendant longtemps, on parlait du réchauffement. À l'origine, les travaux prévoyaient un refroidissement du climat. Et puis après, on a dit que finalement, le réchauffement, c'était plus probable. Et donc, on va organiser une série de dispositifs qui visent des transferts massifs de ressources des pays dits développés vers les pays dits en voie de développement. Pour une raison très simple, c'est qu'il faut que dans ce qui reste de l'économie réelle, il faut que les gens consomment universellement à peu près les mêmes produits. C'est le McDo, le smartphone, les téléphones, les voitures. C'est ce qu'on appelle l'agenda 21. Oui, qu'est-ce que c'est l'agenda 21 ? L'agenda 21, c'est la promotion de valeurs en partie consuméristes et en partie écologistes, qui servent à substituer le processus de planification des pays indépendants par des normes données par les Nations Unies. Et là, un organisme qui est le Programme des Nations Unies pour l'environnement, pour le développement, le PNUD, va avoir un rôle central puisque c'est lui qui est à la manœuvre sur les agendas 21 qui sont départementaux, locaux, municipaux, nationaux. Et donc, on a la mise en place du dispositif climatique qui est à la fois la Convention, qui sont les COP, les conventions des parties qui se réunissent tous les 2 ans, dans lesquelles on fait l'avancement. C'est généralement un théâtre qui permet aux parties prenantes, c'est-à-dire les ONG, les associations, les multinationales. Oui, Monsieur Fabius avait dirigé la COP qui s'était déroulée à Paris sous Monsieur Hollande. Voilà. Donc on a vraiment affaire à des gens très sérieux. Et le résultat des COP, c'est de renvoyer à la prochaine négociation, qui renvoie à la prochaine négociation. Mais c'est très rentable, c'est-à-dire qu'il y a des créneaux. Alors on le voit à l'université, il faut rentrer dans le business climatique si on ne veut pas avoir
des assèchements de crédits, si on veut que les étudiants en thèse puissent avoir des crédits, puissent avoir même des carrières. Il y a une pression, forte, basée d'ailleurs sur quelque chose qui est très étrange, qui est la mise en place d'une espèce de religion climatique de laquelle on ne peut pas douter. Or, on parle de la science en général, ce qui est assez amusant. Généralement, les gens qui parlent de ça sont incapables de faire une règle de 3 de base. Mais on parle surtout du consensus climatique ou du consensus scientifique, ce qui est absolument absurde. La science, par définition, est non consensuelle. On passe notre temps à mettre en doute les recherches des collègues, avec des arguments, avec des preuves. Les collègues n'émettent pas, les collègues, dans mon cas, ceux qui travaillent sur le terrorisme, mais les climatologues, les gynécologues, enfin, tout le monde, mettent en avant des hypothèses, et c'est l'objectif de la recherche, c'est de mettre ces hypothèses à l'épreuve, de les démentir, de les confirmer, d'avancer. En permanence. En permanence, c'est-à-dire l'idée de consensus n'est pas possible. Et par contre, cette logique est différente en théologie. En théologie, il y a une vérité absolue. Il y a une vérité absolue. La résurrection du Christ est une vérité. Si on fait partie du christianisme, on y croit. Si on fait partie du bouddhisme, on peut avoir des doutes. Mais les bouddhistes considèrent que les réincarnations sont... Et ainsi de suite. Mais là, on n'est pas dans le domaine scientifique. Et à titre anecdotique, parce que peut-être nos spectateurs ne savent pas ça, on a une confirmation rigolote très récemment, parce qu'une université finlandaise a donné un titre de docteur honoris causa à Greta Thunberg, dont le savoir et le charisme nous ravagent, et c'est un doctorat en théologie. Oui. C'est un doctorat en théologie. C'est très très important. Bien sûr, on ne peut pas lui donner un doctorat en physique, mais... ce qui confirme la thèse selon laquelle tout cela est une religion. Ce qui confirme, et d'ailleurs il y a la Vierge prêchante, il y a les hérétiques, les climato-sceptiques sont évidemment les hérétiques, on va etc. y venir, Daniel Dory. On a un petit peu dressé le portrait de cette stratégie, de ces objectifs. Alors venons à l'écoterrorisme, et pour évaluer cette menace, est-ce que vous pourriez nous donner une définition du terrorisme ? Voilà, le terrorisme est une définition courte et facile. Dans la brochure, je développe ça un petit peu, et surtout dans d'autres publications qui sont en référence. Le terrorisme est un moyen de communication violent. Schématiquement, à but politique, c'est utiliser des victimes qui ont une identité particulière, c'est-à-dire une identité que j'appelle vectorielle, c'est-à-dire qui sert à transmettre le message. Alors un exemple d'identité vectorielle, c'est le jeune du Bataclan. On veut s'adresser à Hollande, puisque l'objectif du Bataclan, c'est de se venger des bombardements de la France, donc Hollande à l'époque, en Syrie. Et donc, on va s'attaquer à des populations qui représentent l'électorat de Hollande. L'Est parisien. Mais en plus, l'Est parisien, on a publié dans Conflit avec mon collègue Hervé Théry un article qui montre que les attentats qui ont lieu à Paris, dans les cafés et le Bataclan, c'est exactement la zone dans laquelle on a un vote pour Hollande particulièrement surreprésenté, et la frange des attentats est à la limite entre le centre-ville et les partis boboisés des 10e et 11e arrondissements. C'est-à-dire que le terrorisme n'est jamais aveugle. Le terrorisme est, sauf quand on fait exploser la bombe au mauvais moment, mais le terrorisme n'est jamais aveugle. Le terrorisme vise à transmettre le message en utilisant les bons vecteurs. Si on est en conflit, ou si on veut faire passer un message à un pays quelconque ou à des pays quelconques, on peut s'attaquer par exemple aux touristes étrangers. C'est facile, c'est des cibles molles, on tire dessus. C'est le cas de la Tunisie, toujours en 2014, c'est le cas de Luxor, etc. On peut s'attaquer aux enfants, prendre des otages, comme à Beslan,
en Ossétie du Nord. Enfin, il y a des... Ou en Tchétchénie. Ou en Tchétchénie. Enfin, c'était des Tchétchènes qui ont fait le coup à Beslan, voilà. Mais on s'attaque aux enfants. L'enfant est un très très bon vecteur de messages. Alors, vous citez un petit peu tous les maux de la Terre, la surpopulation, les pollutions, la destruction d'écosystèmes, l'érosion de la biodiversité. Et à propos de tout cela, vous dites que l'hyperclasse mondialiste et ses relais bien connus médiatiques vont progressivement en imposer une interprétation catastrophiste. Alors, c'est quoi les techniques employées ? Voilà. La technique, nous l'avons sous nos yeux. Il suffit d'ouvrir une radio ou une télévision du service public. Hein. Donc là, on a le matraquage constant. Alors, ça procède par... répétition constante, élimination des voix discordantes et surtout la focalisation sur un certain nombre de thèmes. Alors, il est parfaitement vrai par exemple, pour prendre le thème du climat, il est vrai que des glaciers tropicaux sont en récession. Il est vrai aussi que d'autres glaciers ne le sont pas. Il est vrai que les océans sont en train de s'acidifier. Et quelque chose de beaucoup plus grave, c'est la présence de plastique en très grande quantité dans des gyres, c'est-à-dire des espèces de continués, des tourbillons. C'est le cas dans le Pacifique central. Notamment, oui, ça c'est très très grave. Et mais il n'est pas possible de culpabiliser de façon particulière les populations européennes sur ce thème parce qu'on admet que ce plastique vient de partout et un petit peu moins de l'Europe. Unilever a d'ailleurs admis que la plupart de ces pollutions venaient de son entreprise. Oui, bon, ce qui est un petit peu comique. Mais sous la pression, les gens avouent. Hein. Donc, ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'on va imposer la cause anthropique, c'est-à-dire humaine, d'un certain nombre de phénomènes sur lesquels on n'a pas du tout d'évidence. Il n'y a pas de corrélation linéaire entre la présence des gaz à effet de serre et le réchauffement de l'atmosphère. Et calculer des moyennes entre des régions différentes, des milieux différents, c'est-à-dire des géosystèmes qui sont en régulation thermodynamique propre, présente peu d'intérêt scientifique, mais ça nous emmènerait trop loin. Ce qui est important, c'est de créer une ambiance d'angoisse. De censure. De censure d'une part et d'angoisse de l'autre, c'est-à-dire... il y a 2 ans, les journalistes officiels ont été vivement incités à parler d'urgence climatique. Donc tous parlent d'urgence climatique. Mais l'urgence climatique est anxiogène. Il y a des gens qui sont vraiment anxieux. Alors, il y a même des psychologues, parce que bien sûr, c'est un système... Oui, on voit beaucoup de jeunes très anxieux dans la rue. Il y a des jeunes très anxieux. Qui manifestent à cause de tout ça, oui. Qui manifestent, qui se collent dans la rue. Mais il y a des gens qui même ne manifestent pas, mais qui ont un sentiment de vraie angoisse. Alors, il y a C'est Greta, quoi. How dare you? C'est Greta et tous les petits Greta-like qui sont produits parce que cette ambiance d'anxiété produit des Greta par clonage. Donc on a, mais il y a beaucoup de lycéens, par exemple, dont les classes de biologie se limitent à du développement durable et les classes d'histoire se limitent à du civisme et des valeurs de la République. Donc sans profondeur historique et sans culture critique. Donc il y a une vraie angoisse donc, qui sont traités par des psychologues qui se sont spécialisés, bien sûr, dans le traitement de cette angoisse, des échos anxieux. Et une partie de ces gens-là peuvent se dire, voilà, face à la catastrophe qui nous vient dessus, on a tout essayé, on s'est collé les mains sur la route, on a jeté de la purée sur les tableaux, on a bloqué le périphérique, et ça se réchauffe toujours. Il faut
agir de façon plus efficace. Alors justement, cette montée en puissance, on va l'évoquer dans une deuxième partie. J'aimerais, avant la pause, Daniel Dory, que vous nous expliquiez un petit peu, que vous nous donniez les noms de ces personnalités qui font la promotion de cette théologie. C'est quoi, c'est qui les gens qui animent cette hyperclasse mondialiste? Ah, c'est des choses différentes, mais reliées. C'est-à-dire, l'hyperclasse mondialiste n'a pas de visage particulier. En matière environnementale, en tout cas. Mais c'est pareil. C'est les mêmes. Ce sont ceux qui sont à Davos, qui invitent Greta, mais disons, c'est un système de mélange, de contrôle de l'ordre des choses mondiales, transfrontalier, par le contrôle de l'argent, de la réputation et du sexe. Ça, c'est les trois vecteurs par lesquels ça fonctionne. Et on délègue les tâches particulières. Le contrôle des opinions de la population, c'est les associations antiracistes sélectives, parce que quand même, c'est les différents antifas, etc., qui font le travail de contrôle violent éventuellement contre ceux qui pensent différemment. Puis il y a les groupes écologistes radicaux qui font les ONG. Les ONG ont une fonction presque de façade légale, par exemple. Alors, par exemple, le WWF, oui, voilà. On sait qu'il a été fondé par Philip Mountbatten, donc oui. le père de l'actuel Charles III, et Julian Huxley, qui est donc le fondateur du WWF et qui était également un eugéniste et qui a publié d'ailleurs plusieurs romans à succès. Oui. Non, c'était son frère. Il y a deux Huxley. Il y a l'Huxley du meilleur des mondes. Voilà. Et Julian Huxley est un biologiste qui a développé les théories de l'évolution. Et lorsque l'on parle... Aldous et Julian. Oui. Et lorsque l'on parle de l'évolution, forcément, dans les années 1910, 20, etc., c'est très lié à l'eugénisme en se disant il n'y a pas de fatalité que l'humanité, dans son développement, produise des êtres qui ne soient pas meilleurs au niveau physique et au niveau intellectuel. Et donc, il faut trouver le moyen pour que l'humanité, non seulement... C'est l'idéologie du progrès appliquée à la biologie qui, à l'époque, commence à maîtriser les processus de l'hérédité. Il faut bien se rendre compte qu'il fallait toutes ces conditions-là pour que ça marche. Mais, donc, ces gens-là pensaient que l'évolution du genre humain ne concluait pas nécessairement... avec le Black Bloc et l'Antifa actuel. Disons qu'on pouvait faire quelque chose d'un petit peu moins pire. Donc, l'eugénisme s'explique très simplement comme ça. Et des grands chercheurs, il y avait des revues sur l'eugénisme. C'était la mode au XXe siècle. Oui. Et ça reprenait l'idée que l'être humain est améliorable, mais pas seulement au niveau moral, mais au niveau physique et au niveau génétique, et que donc en améliorant au niveau génétique et au niveau physique, il va devenir moral aussi. Puisque une des causes du malheur et du mauvais comportement des populations est génétique, atavique, on disait à l'époque. Alors Daniel Dory, vous dressez le portrait de cette frange violente de l'environnementalisme radical. On en parle après la pause. On poursuit notre entretien avec notre invité Daniel Dory. Alors Daniel Dory, avec la chute du mur de Berlin, vous dites que les écologistes déjà classés à gauche vont opérer une mutation avec la promotion des thèmes de l'hyperclasse mondialiste, perte de souveraineté des États, destruction par mélange indifférencié des peuples, logique égalitariste, idéologie victimaire, antiracisme, féminisme et j'en passe. Comment les mondialistes ont-ils organisé cette recomposition de la gauche et de l'extrême gauche ? Alors, ça se passe en deux temps.
Le premier, c'est une cooptation de la gauche qui est totalement compatible avec les objectifs de l'hyperclasse, c'est-à-dire d'avoir une humanité grise, métissée, indifférenciée, sans frontières pour le commerce, pour le passage des capitaux, des individus, c'est-à-dire une espèce d'être humain sans racines, sans tradition, sans identité, sans attache. C'est le plan Kalergi, ça? Oui, il y a ça. C'est une des versions encore light à l'époque. Maintenant, c'est plus développé. C'est-à-dire faire disparaître toute spécificité, enfin presque toute spécificité des peuples et avoir des consommateurs qui puissent consommer des produits standardisés. Hein, le McDo, la voiture, le smartphone, le frigidaire, enfin les choses que l'on consomme partout et que tout le monde est censé désirer. Et pour y accéder, il est nécessaire de transférer des ressources massives de ceux qui produisent et donc qui ont du pouvoir d'achat vers ceux qui consomment sans produire et qui ont besoin de ce programme d'achat et qui donc vont se réclamer soit de la victimisation postcoloniale, soit de différentes réparations historiques depuis X milliers d'années ou beaucoup moins. Donc on a cette logique. Cette logique, c'est schématiquement celle que l'extrême gauche met en pratique, en demandant que le système soit plus radical, c'est-à-dire qu'il y ait plus de migrants, qu'il y ait moins de frontières, qu'il y ait moins de contrôle sur l'homogénéisation planétaire et que les transferts de ressources se fassent sur une échelle plus grande par l'intermédiaire des réparations climatiques, des réparations victimaires, des réparations de toutes sortes. Donc ce mécanisme est bien mis en place et facile à comprendre. Dans le domaine de l'environnementalisme, il va y avoir une deuxième mutation dans les années 80-90. Ça dépend des pays. Dans le cas de la France, il est très facile de comprendre le changement qu'il va y avoir entre des gens comme Antoine Wechter, qui est un biologiste, qui est spécialiste d'un mammifère quelconque, et qui défend l'environnement et qui n'a pas d'ancrage politico-politicien. Et cette forme d'écologisme va être détruite, absorbée par le courant de ceux qui vont faire de l'écologie un vecteur de carrière à gauche. Non. On pense tout de suite à Daniel Cohn-Bendit. À Daniel Cohn-Bendit, Dominique Voynet, quelques autres. Tout le personnel écologiste actuel. C'est le personnel écologiste Yannick actuel. Yannick Jadot, qui est un pur produit. Même Cécile Duflot. D'ailleurs, il passe entre les ONG. Et les partis. Jadot, c'est Greenpeace, ouais. les ministères. Jadot, pas encore les ministères. C'est Cécile Duflot, ministère, Oxfam. C'est un petit milieu dans lequel les copinages se produisent. Maintenant, comme il y a relativement peu de places extrêmement rentables, on a bien sûr un certain nombre de ces cadres-là qui vont utiliser le féminisme pour dégommer les hommes, qui en plus ont le malheur d'être blancs. On l'a vu avec Sandrine Rousseau. Pour ne citer personne. Voilà. Donc, vous appelez ça, ce phénomène, transformation de l'écologie politique en escrologie subversive. Oui, bien sûr, parce que la plupart de ces gens-là n'ont jamais vu pousser une carotte, mais c'est des urbains et surtout, c'est l'utilisation de l'écologie pour faire passer un projet sociétal, politique minoritaire, soit sexuel, ethnique, etc., minoritaire, en passant par-dessus toute logique démocratique, parce que la démocratie, malgré ses multiples limites, c'est tout de même le rapport entre la prise de décision et la construction des politiques publiques et une décision majoritaire. Hein, c'est quand même ça. Or, pour passer à travers de la décision majoritaire, il faut faire des coalitions de minorités et le plus efficace vecteur pour coller ensemble des minorités,
dans l'extrême gauche, etc., c'est le thème écologiste, parce que personne ne peut être contre. Ça permet de critiquer le capitalisme, ça permet de critiquer l'homme blanc, ça permet de critiquer des tas de choses. Alors que, de l'autre côté, on a la version religieuse de ça, c'est l'islam, qui est un ciment pluriethnique aussi, qui permet de souder notamment des populations d'Afrique du Nord et d'Afrique noire, qui n'ont pas a priori une grande sympathie historique, mais l'islam permet de les souder. Donc on a des agglomérats. Des agglomérateurs, des idéologies agglomératrices. Et l'environnementalisme et l'escrologie sont des outils terriblement efficace. Surtout le climat, parce qu'il est facile à comprendre, parce qu'on peut le réduire presque à la molécule, le gaz à effet de serre, et il permet de culpabiliser très concrètement l'emprise de chacun. Alors, dans cette sphère écologiste, vous expliquez l'existence de cette frange violente de l'environnementalisme radical. Qui en sont les acteurs? Alors, c'est des groupes qui sont... il faut considérer, il y a un terreau, qui est une population générale, dans laquelle le thème climatique a été martelé, donc il y a un accord dans la population presque banal. Il y a une mouvance, c'est-à-dire des gens actifs qui s'agitent, qui font partie des associations, qui sont des donateurs des ONG, des assos, qui font des marches, qui transmettent le message, les profs dans les lycées, etc. Et puis, il y a dans cette mouvance des groupes qui ont participé aux ONG, aux associations, etc., et qui sont très inquiets de ce qui se passe, très angoissés, très pressés de faire quelque chose, et qui admettent, et alors là c'est un pas important, qui admettent le passage à l'illégalisme. C'est-à-dire la plupart des gens qui sont dans la mouvance écologiste considèrent qu'ils vont manifester, ils vont protester, ils vont donner à des uriner, mais certains disent non, les lois sont injustes, ou les lois peuvent être contournées, sachant qu'il y a une certaine complicité entre les médias de service public, le syndicat de la magistrature qui va les juger, donc il y a une relative clémence, voire une clémence très très soutenue par rapport à cette mouvance-là. Mais donc on va passer à l'illégalisme, c'est-à-dire l'illégalisme peut être des choses très très simples comme des dégradations de guichets de banque, des dégradations de boucheries, mais ça peut être plus grave. Ça, on y reviendra peut-être. Et donc, on a une histoire dans l'écoterrorisme qui est très rare. C'est peu d'actions. On a de la violence, sabotage, des incendies. Alors, on a un panel. Oui, oui. Ah non. Une panoplie. Mais c'est la diversité. Et donc, on a les crimes et les délits... Alors, vous les citez pêle-mêle, les sabotages, les incendies, les attaques de labos biomédicaux dans lesquels on met des animaux, les fermes d'élevage, on attaque les fourreurs, les boucheries... Tout ça a été fait déjà. Destruction de navires. Oui. Alors, est-ce que les méga-bassines qui ont été défendus à Sainte-Soline, parlez-nous de parce que c'est assez récent, ce phénomène de défense des méga-bassines. Enfin, de sabotage des méga-bassines par des activistes militants. Mais il y a des activistes qui sont venus là-bas pour, d'une part, casser du flic et d'autre part, casser de la bassine. Ouais. Était-ce un combat légitime? Ça, c'est pas notre problème. Ouais. Ouais. En tant qu'analyste et en tant que chercheur, moi, je m'intéresse à qui fait quoi, comment. Est-ce que c'est légitime? Après, on fait une émission sur les bassines, sur la gestion de l'eau, etc. Mais ici, il s'agit de gens qui protestent contre quelque chose, ici les bassines, et qui vont utiliser un répertoire de la violence. C'est à peu près comme un menu au restaurant. On procède. Est-ce que l'on tire sur les flics? Non. Est-ce que l'on lance des cocktails Molotov? Oui. Est-ce que l'on lance des mortiers, oui, etc., des pavés, enfin bon, toutes sortes de choses qui traduisent le vivre ensemble dans la société actuelle. Donc, est-ce que ces techniques passent au terrorisme?
Pour l'instant, non. On en est à la marge, mais c'est... Oui, parce qu'il n'y a pas vraiment de mort. Alors, vous citez non, le on peut cas avoir du terrorisme sans mort. Oui, voilà. Vous citez le cas de l'environnementaliste radical Una Bomber, alias Théodore Kaczynski. Il avait fait 3 morts, 23 blessés, mais ça reste une exception dans cette mouvance écologiste pas seulement. radicale. Celui qui a tué Pim Fortuyn en Hollande était un animaliste. Mais c'est très rare qu'il y ait des morts. Il y a eu des jets d'acide sur des chercheurs. Généralement, c'est des incendies, c'est ce type de choses-là, des libérations d'animaux, des destructions, du sabotage, pour l'instant. Mais dans cette mouvance, ça c'est la mouvance classique, c'est-à-dire les deux versants de cette mouvance classique, et des années 70, 80, 90, début des années 2000, dans la brochure, il y a une carte avec un histogramme qui montre comment ça marche. On a le versant animaliste qui fait des libérations des incendies, etc. Le versant environnementaliste qui fait des incendies, mais d'autres cibles. Ces gens-là sont encore dans la logique environnementale, ou antispéciste, en fait. Ce qui va changer, c'est dans les années 2010, vers l'avant, schématiquement pour parler de la France, mais on pourrait parler d'autres pays aussi après, les ZAD vont générer une mutation, vont accompagner une mutation, c'est-à-dire ce qui va muter, c'est que ces groupes, nous avons vu qu'avant, au niveau politique, les écologistes purs, Wechter et autres, vont être absorbés et vont muter avec l'escrologisme de gauche. Cohn-Bendit, etc. Bon. Jusqu'à maintenant, hein, ça continue, parce que c'est rentable. Les groupes activistes vont muter en ce sens que ceux qui pratiquent de l'activisme éventuellement violent pour protéger des animaux ou pour s'en prendre à des sites, des implantations comme Sainte-Soline, comme Bure, sites d'enfouissement des déchets, etc., vont fusionner avec les antifas féministes, victimes éternelles, enfin tous les victimes discriminées par minorités sexuelles, etc. Minorités sexuelles, enfin la cour des miracles habituelle. Donc ça c'est nouveau parce que ces gens-là ont des techniques que les écologistes n'avaient pas. Et par exemple les Black Blocs, c'est une technique redoutablement efficace, qui est sous contrôle généralement des autorités, parce que les Black Blocs, on sait qui ils sont, où ils vont, d'où ils viennent, presque... À quelle heure? À quelle heure? Non, absolument. Ils ne sont pas connus des services de police, ils sont célèbres. Donc, originaires d'Allemagne, dans les années 80, mouvance anarchiste. Oui, ça c'est le début des squats, les Black Blocs, oui. Mais la technique du Black Bloc va se répandre, parce qu'elle est très très efficace. C'est des nuages de gens qui communiquent maintenant par des smartphones sur des messageries cryptées et se réunissent et se séparent de façon qui apparaît aux autorités très difficile à contrôler puisque les rendez-vous sont pris. Bon, bien entendu, toute cette mouvance est totalement infiltrée par les services de renseignement français. Ce qui serait d'ailleurs un problème, parce qu'ils sont 2000 ou 3000 à tout casser, qu'on ne soit pas capable d'infiltrer ces gens-là dans le cas où ils ne sont pas totalement sous contrôle, ce dont je doute, ce serait quand même problématique. Dépenser autant d'argent qu'on dépense pour avoir des sous-marins nucléaires, mais pas pouvoir filtrer quelques antifas, bon, restons sérieux. Mais ce qui est nouveau, c'est la reprise de thèmes climatiques par cette mouvance. C'est-à-dire, cette mutation est récente. Daniel Dery, vous expliquez bien que les activités de ces militants se cantonnent à l'Europe occidentale et aux États-Unis, voire au Canada. Pourquoi cette zone en particulier ? Il n'y a pas d'explication vraie. On a découvert, en faisant la carte, que le phénomène touchait les pays, entre guillemets, occidentaux.
Les plus riches, quoi. C'est des questions de riches. Ce n'est pas des questions. C'est des questions de riches, c'est des questions de blancs, c'est des questions de développement économique, c'est des questions de développement financier. Mais suivant le type d'activité, c'est des interventions par des pays, parce qu'à l'intérieur, la compétition technologique, la compétition économique, la guerre économique, qui passe par le droit, par les techniques de sabotage, c'est à l'intérieur du monde européen et nord-américain. Curieusement, les Chinois n'ont pas de Black Bloc. De Black Bloc, ou s'ils en ont, les Black Blocs dureront quelques minutes. Les Japonais n'ont pas... Ils ont d'autres types de violences. Ils ont des mafias. Ah non, les Japonais sont très très bons pour faire même des manifestations très violentes. Ils ont aussi les Yakuza, qui sont des réseaux mafieux qui condamnent, mais les Chinois ont les triades, les Européens ont des organisations discrètes sur lesquelles nous ne nous attarderons pas ici. Donc, il y a différents moyens de contrôler ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que la guerre économique peut se faire parfaitement par l'intermédiaire d'associations, de groupes pseudo-écologistes. Et alors, tous ces écologistes, vous le disiez un petit peu en filigrane... Le nucléaire a été saboté par eux. Toutes ces organisations sont très acceptées, sont très... oui, elles sont tolérées par nos ministères de l'Intérieur et de la Justice. Je ne remets pas en cause éventuellement le travail de la police, mais en tout cas, ce sont certains ordres de ne pas arrêter ces individus. Ou en tout cas, si on les arrête, de les relâcher après les faire passer par un jury qui les félicite. Mais l'objectif est d'avoir cette capacité de mobilisation, parce qu'à la fois, c'est avoir cette mouvance potentiellement violente, c'est un outil, c'est un levier dans les mains du pouvoir. Ça permet de s'attaquer à des concurrents économiques. Ça permet de dire que l'entreprise Y, qui par hasard est allemande ou japonaise, pollue beaucoup plus que la nôtre. Ça permet de dire que le transfert de matériaux par voie maritime de telle ou telle entreprise génère des nuisances, et donc il faut réglementer. Et la solution française, dès qu'il y a un problème, il faut taxer. Donc ça joue un vrai rôle, c'est-à-dire ces organisations dans la mouvance ont toujours l'horizon de la violence, cette petite frange violente, et cette petite frange violente peut passer à des choses plus graves. Il y a des scénarios qui sont des scénarios... Alors on va venir au scénario de montée en violence, mais vous dites l'écoterrorisme n'est pas du terrorisme à proprement parler, c'est très utile parce qu'il est l'œuvre de gentils écolos. Ben, c'est considéré, oui, voilà, parce que le terrorisme, il y a 3 strates dans la définition du terrorisme. Il y a d'une part la strate polémique, c'est-à-dire le méchant est un terroriste, quel qu'il soit, quel qu'il fasse, c'est une façon de désigner un ennemi absolu. Il y a la strate juridique, c'est-à-dire qu'est-ce qui est juridiquement un acte terroriste qui doit être qualifié comme ça et puni. Et il y a la strate scientifique. Pour la strate scientifique, un acte est terroriste dès le moment où il participe d'une modalité de communication violente avec l'objectif de transmettre un message à des auditoires donnés. Donc, lorsque Darmanin, puisque c'est récent, a parlé d'écoterrorisme, immédiatement il y a eu l'indignation, puisqu'on restait dans la strate polémique. On disait « Ah mais non, on est gentils, on n'est pas terroristes. Les terroristes, c'est les autres, c'est l'extrême droite. » Bon, ça c'est clair, mais c'est peu intéressant, puisque l'attaque sur les bassines n'est pas du terrorisme. C'est du combat presque de guérilla rural dans ce cas-ci, puisque c'était vraiment à la campagne. Et c'est une manifestation violente, etc. On peut avoir des actes, et là on va dans les scénarios, c'est-à-dire on peut avoir parfaitement
des phénomènes qui ont déjà été étudiés parce qu'ils se sont produits. C'est-à-dire, vous dites qu'un certain nombre de militants finiront par considérer que le sauvetage de la planète demande des actions plus efficaces que de bloquer. Oui, oui. Mais vers quoi on va aller? Parce que vous dites, la mouvance éco-terroriste est en pleine mutation et déjà engagée dans une dérive illégaliste. Ça, c'est clair. Par exemple, le fait de jeter des cocktails Molotov sur des policiers, on peut considérer que d'une part, c'est interdit, deuxièmement, c'est pas bien, et comme diraient les bobos de gauche, c'est pas gentil. Donc, on est dans l'illégalisme. C'est clair, le fait de taguer ou de jeter de la purée sur une œuvre d'art, c'est de l'illégalisme. C'est-à-dire qu'on retrouve ici quelque chose que l'on connaît parfaitement bien quand on fait de l'histoire du terrorisme, c'est-à-dire la dérive illégaliste de la mouvance anarchiste à la fin du XIXe siècle. Avec tous les débats, est-ce que le vol est légitime, est-ce que tuer est légitime, etc. Et donc, pour un certain nombre d'anarchistes, pas pour tous, pour un certain nombre d'anarchistes, effectivement, pour faire venir la société de leurs rêves, il était nécessaire de passer par de la violence. Et c'était une violence particulière, terroriste, qui s'adresse aux bourgeois, par exemple, lancer une bombe dans le café Terminus. Mais est-ce qu'on peut s'attendre, Daniel Dory, à voir cette frange radicale commettre des attentats de masse? On n'en sait rien. On peut imaginer, et de toute façon, il faut considérer que c'est possible. Si on veut éviter quelque chose, il faut commencer par réfléchir bien sur la compréhension de l'acteur. On sait, parce que ça s'est déjà produit, que des membres de cette mouvance, ayant une compétence scientifique, parce que certains ont fait des études et ont des vrais diplômes, peuvent se faire embaucher dans des lieux, par exemple des laboratoires, dans lesquels ils ont accès à divers matériaux, par exemple des animaux de laboratoire. C'est comme ça que l'Animal Liberation Front fait d'une part des incendies et aussi des libérations d'animaux. Ils font recruter des gens de chez eux et ces gens-là savent où il faut agir. Et il est tout à fait concevable que des membres de cette mouvance, mais de la frange la plus radicale de cette mouvance, se fassent embaucher dans des entreprises critiques. Par exemple, des centrales nucléaires. Il y a un roman qui a été publié récemment là-dessus. Et donc, c'est tout à fait concevable. Je ne dis pas que ça va arriver. Je dis que c'est simplement quelque chose qui nécessite une surveillance extrêmement forte du recrutement dans une plus grande quantité de services et de secteurs sensibles qu'on ne le pense. On voit depuis, ça sera ma dernière question, Daniel Dory, quelque temps, les médias français terroriser l'opinion publique sur une éventuelle pénurie d'eau, alors qu'on n'a jamais eu un mois de mai aussi pluvieux. Qu'est-ce que vous pensez de cela ? Le problème, à mon avis, est à interpréter par le fait qu'il ne fait pas vraiment très chaud. Donc, avec quoi peut-on faire peur à ce moment-là ? Parce qu'il y a besoin de faire peur, puisqu'il faut qu'on parle d'autre chose que des retraites. Alors, il y a par ailleurs un problème de recharge de certaines nappes phréatiques, en grande partie parce qu'on a artificialisé des sols, et ça produit un effet de ruissellement. Enfin, comme géographe, c'est des choses que l'on sait bien. Est-ce que le thème doit être traité sous cette façon-là ? Probablement pas. Il est vrai que la France est un des pays dans lesquels on utilise de l'eau potable, c'est-à-dire qui coûte cher, parce qu'elle a été traitée pour nettoyer les rues. Il n'y a pas de fatalité de faire ça. De la même façon qu'on est un pays dans lequel les câbles électriques sont aériens, ce qui permet que chaque fois qu'il y a un vent un petit peu plus fort que les autres, ça c'est pas une fatalité, c'est même pas la faute du capitalisme ou du patriarcat. C'est des choses qui sont propres à la France.
on peut bien sûr améliorer la gestion de l'eau. Il faut améliorer la gestion de l'eau. Par exemple, il faut faire en sorte qu'une grande partie de l'eau à mi-parcours de traitement puisse être utilisée, par exemple, pour laver des voitures. Il n'est pas nécessaire d'avoir de l'eau potable pour laver une voiture. Bon. Est-ce que l'on est dans une phase de sécheresse grave pour l'instant, à ce que l'on sait, sauf dans quelques petits endroits particuliers? Non. D'ailleurs, le thème de l'eau a diminué ces dernières semaines. Maintenant, on est en train de parler des vagues de chaleur partout ailleurs que la France, puisque comme il fait froid maintenant pour une mi-mai, il faut que l'on génère de l'angoisse en disant qu'il fait froid, qu'il fait chaud aux Philippines, qu'il fait chaud au Tadjikistan méridional. Rien de neuf sous le soleil. Non, mais c'est habituel. C'est habituel. Les journalistes de service public sont totalement dressés à ça. Et il faut les comprendre aussi. Ils ont des enfants à nourrir, des loyers ou des traites à payer. Enfin, des grands appartements à entretenir. Voilà, et comme disait Brecht, comment peut-on être vertueux quand le beurre est si cher? Donc, c'est... Non, moi je comprends, moi je suis un bon auditeur de... Vous êtes un humaniste. Moi disons un humaniste non pratiquant, mais je recommande des expériences fortes en matière de désinformation. C'est le journal de France Culture à 12h30. Moi, je l'écoute systématiquement à l'heure des repas. J'ai perdu 30 kilos. Donc, mais c'est parce que c'est la technique chimiquement pure, c'est-à-dire la répétition, l'absence absolue de débat et de dialogue. C'est pourquoi en logique... Le consensus. Absolument. C'est pourquoi, en logique orwellienne, comme on torture au ministère de l'Amour, là-bas, c'est la diversité, c'est l'ouverture, le sens de l'ouverture. Bon, c'est totalement ouvert, c'est très drôle. C'est-à-dire, on en est au stade où ce discours n'est même plus hégémonique, mais il est unique. Mais en même temps, le réel ne peut pas être oblitéré. C'est-à-dire, il est possible de s'informer maintenant à d'autres sources alternatives. Bien entendu, il y a la diffamation, c'est du complot. Il y a des théories du complot qui sont franchement idiotes. D'ailleurs, elles sont lancées parce qu'elles sont idiotes. Mais douter sur un certain nombre de vérités... Bon, Galilée aussi a douté du fait que... La Terre soit ronde. Oui. La Terre soit plate. Que la Terre soit plate, ronde, sphérique, que la Terre soit au centre de l'univers, alors qu'on pouvait considérer qu'elle tournait plutôt autour du Soleil. Non, il n'y avait pas de consensus. Pourtant, au XIIIe siècle, il y avait un consensus à la mode Greta Thunberg sur le fait que la Terre était au centre de l'univers et que tout le reste tournait autour de la Terre, le géocentrisme. Après, il a fallu que certains commencent à poser des questions en disant « mais ça ne colle pas tout à fait avec mes calculs ». Bon, et c'est la même chose pour le climat, c'est la même chose sur la recherche sur le terrorisme. Nous, on avance avec des hypothèses Descartes, c'est pourquoi il faut lire des textes comme cela. Et surtout, les spectateurs qui sont intéressés par cette affaire du terrorisme, j'ai des références dans la brochure qui vont vous ouvrir vers des textes scientifiques, là pour le coup, avec plein d'hypothèses sur, d'une part, l'écoterrorisme et d'autre part, le terrorisme tout court, puisqu'il y a deux parties dans la brochure. Merci Daniel Dory d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle le titre de cette brochure, Écoterrorisme, comprendre et évaluer la menace, qui sera disponible sur la boutique officielle de TV Liberté. Et j'attire l'attention sur le point d'interrogation. Exactement, écoterrorisme, point d'interrogation. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air en bas de cet écran, de partager cette vidéo et de nous laisser vos commentaires pour un meilleur référencement. Merci monsieur, merci Daniel Dory. Quant à nous, on se retrouve dans une semaine. À bientôt, bonne semaine.